101-827 M41. Le croiseur d'attaque au Nuran-Mantoum quitta l'orbite de Titan afin de se rendre directement dans le système Vrax. Il était parmi les vaisseaux les plus rapides de l'Imperium, lourdement armé et équipé de plusieurs chambres de téléportation. Et il avait à son bord les mystérieux Chevaliers Gris, sous le commandement du frère Capitaine Stern, des renforts de choix dont le Seigneur Inquisiteur Hector Rex aurait le plus grand besoin. Car un simple coup d'œil suffisait pour constater que le siège ne pourrait finir tant que son flanc demeurait grand ouvert. Et nul ne garantissait que la prise de la citadelle ne mette fin à la guerre si l'ennemi disposait d'une voie de retraite. Ainsi le Seigneur Inquisiteur ordonna que l'on resserre et que l'on referme l'anneau qui encerclait le dernier bastion des hérétiques. Et ce serait donc au 30e corps et à ses 4 régiments qu'incomberait la mission de parcourir et de pacifier plus d'une 60aine de kilomètres de terre polluée par les forces de Norgull, que l'on nommait désormais l'Enfer Vert. Conjointement, le 1er corps pousserait lui vers la Courtine, alors que le 46e descendrait vers le nord afin de prendre les hauteurs, une tâche ardue que l'Inquisition comptait bien accomplir grâce à l'aide des Chevaliers Gris. Ce fut donc 3 offensives qui débutèrent en 273-827 M41 dans un barrage de feu. Et alors que le 1er et 46e progressaient rapidement malgré les nombreuses pertes, le 30e lui ne rencontra aucune résistance, s'enfonçant toujours plus loin dans les lignes hérétiques. Puis l'air commença à changer de couleur. L'ennemi avait lancé sur eux le mortel TP3 qui formait désormais un immense nuage de gaz acide, capable de réduire en quelques minutes les hommes en une marée de chair flasque. Toutefois, les tanks eux n'étaient pas impactés, leurs coques scellées protégeant leur équipage. Ainsi l'assaut put continuer même si la visibilité était épouvantable et le terrain difficilement praticable. Et ce fut à ce moment-là que la contre-attaque ennemie débuta en une série d'escarmouches désorganisées, les chars tirant à l'aveugle alors que l'artillerie et l'infanterie, elles, étaient incapables de se coordonner, ce qui entraîna autant de tirs amis que ennemis. Mais les traîtres étaient trop peu nombreux, et l'assaut s'enfonça toujours plus loin durant 3 jours, kilomètre après kilomètre. À l'aube de la 4e journée, la résistance se durcit. Marines de la peste, tanks et autres monstruosités mutantes se tenaient désormais devant eux. Et au milieu du smog acide, les bêtes et l'espèce marine firent ravage dans les rangs de la Death Corps. Et la machine se mit alors en branle. Puis, on signala un autre phénomène. Les zombies de la peste, une horde de créatures à la chair et aux os déchiquetés, se faufilèrent maintenant dans les boues et la fumée, armés uniquement de leurs dents et de leurs ongles. Ils étaient les morts de Vrax, qu'une sorcellerie blasphématoire avait fait reprendre vie. Fort heureusement, c'était l'Inquisition qui menait la barre et elle était coutumière de telle magie. Ainsi, avec le soutien du seigneur Thormalkin, l'assaut continua malgré tout. Mais, au bout de 8 jours, les combats étaient toujours au point mort. Certes, les gains initiaux avaient été maintenus, on était toujours à mi-chemin de l'objectif. Alors, en désespoir de cause, les inquisiteurs autorisèrent l'emploi d'armes chimiques. Il fallait avancer, quoi qu'il en coûte. Paradoxalement, ce fut là la pire décision qu'ils prirent, car Nurgle était ravi du bourbier empoisonné qu'était devenu Vrax, et, en 298-827 M41, il libéra ses enfants pour qu'ils puissent y jouer, crachant sur ce monde les légions de Scabatrax le Goofy, constituées d'essaims de porte-peste cyclopéens, de Nurglings malicieux et de bêtes de Nurgle, avec en leur centre le grand immonde lui-même, une masse bouffie abritant en son sein l'ensemble des maladies humaines. Une horde qui avançait gaiement vers les hommes de Krieg. Mais les loyalistes n'étaient pas encore au courant de l'arrivée de cette nouvelle armée, et le plan lui continua comme prévu. Le 30e corps avait de nombreux objectifs afin de verrouiller le flanc de la 88e armée de siège, et l'un d'entre eux était la prise de l'arsenal 5944, la clé de voûte du dispositif ennemi, qui permettrait une fois prise de s'emparer de toute la zone, le dernier grand dépôt souterrain encore aux mains de l'ennemi. Une lourde tâche que l'on avait confiée à l'inquisiteur Vokes, dont on avait donné pour cela tous les hommes, les véhicules et les aéronefs nécessaires. Ainsi, durant les jours qui venaient de passer, il avait soumis les fortifications à un bombardement en règle, transformant les défenses périphériques en des ruines fumantes, jusqu'en 311-827 M41, où il ordonna l'assaut à la tête de son rhino personnel, et accompagné de Charlemagne Russe et Macarius. Confiant dans la puissance de son armée, l'inquisiteur s'autorisa le luxe d'un sourire. Malheureusement, celui-ci ne dura pas lorsqu'il vit les démons sortir de l'arsenal avec à leur tête Scabatrax, qui commença alors à faire ravage dans les rangs, poussant un Charlemagne russe d'une 60aine de tonnes comme un simple jouet, et crachant un vent de Nurgle si corrosif qu'il fit fondre les gardes. N'écoutant que son courage ou la haine de l'ennemi, l'inquisiteur se porta à sa rencontre.
Mais un seul coup de son épée nommé la lame de déchéance transforma l'inquisiteur Vokes en un tas de chair sans âge. Et ce fut à ce moment-là que les chevaliers gris avec à leur tête le capitaine Stern se téléportèrent sur le champ de bataille, alors qu'en parallèle le Nouramantum commença lui à bombarder la zone. L'air lui-même changea à leur approche. Les démons le sentaient, ils étaient l'ennemi, et lorsque leurs hallebardes se mirent à danser dans les rangs, fauchant à chaque mouvement un démon, le grand immonde lui-même se mit à rugir et se jeta sur eux. Ils avaient osé toucher à ses enfants. Le jeu était fini. Ils avaient réussi à hériter un démon majeur de Nurgle. Plusieurs frères furent ainsi tués, emportés par la lame. Mais Stern lui tient bon et, dans un cri, trancha le corps de la créature à l'aide de son hallebarde, déchaînant en même temps toute son énergie psychique. Et en quelques secondes, elle avait disparu, ne laissant d'elle qu'une terre brûlée et ravagée, et un Stern inconscient. L'ennemi le savait, la bataille était perdue, et grâce à l'aide des chevaliers gris, les hommes de Krieg réussirent à s'emparer de l'arsenal. Le purgeant pièce par pièce durant 2 longues journées. Plus rien n'empêchait désormais le 30e corps de ligne de réaliser la jonction avec la 34e, et ce fut chose faite en 366-827 M41. L'anneau venait de se refermer sur les défenseurs, et les rares survivants de la Death Corps qui furent témoins de ce combat épique eurent pour consigne de ne rien dire. Cette vérité devait demeurer cachée, l'Inquisition sachant que la mort prendrait bientôt les derniers spectateurs de cet affrontement. Ainsi, avec le 30e corps de ligne maintenant en place, on rapatria certaines de ses compagnies pour prêter main forte au 46e et au 1er corps, dont les objectifs étaient simples. Ils devaient continuer à avancer jusqu'à s'emparer de la Courtine, une mission qui débuta en 400-827 M41, par l'habituelle boucherie d'hommes et de matériel, car l'assaut en réalité ne fut réalisé que par le 46e corps, à l'aide de seulement 3 régiments, le 1er corps étant absent de la percée le temps de réorganiser ses forces. Durant une semaine, seul demeura le 46e sous le feu de l'ennemi, subissant alors de terribles pertes, mais tenant bon face aux nombreuses contre-attaques. Puis le 1er corps passa à l'offensive, avançant de 15 km vers les murs d'enceinte, dans une direction sud-ouest qui prit par surprise les survivants des forces de Nurgle qui avaient combattu contre le 30e corps. Une armée peu nombreuse mais constituée de Space Marines du chaos, dont la célèbre bande de guerre The Purge, qui usèrent et abusèrent d'armes chimiques et biologiques, qui firent ainsi ravage dans les rangs de la Death Corps. Toutefois, le simple poids du nombre et la suprématie aérienne que les impériaux avaient acquise leur permirent d'en venir à bout. Une avancée en demi-teinte qui eut sur les forces traîtres un impact bien plus important que ce que les attaquants auraient pu imaginer. Car plus ils avançaient, plus les hérétiques prenaient conscience que l'Imperium était en train de gagner cette guerre. Et pour la première fois, les munitions se mirent à manquer, le carburant à se faire rare. Le moral des défenseurs était en chute libre. Et même si certains se battaient avec le zèle de fanatiques, nombreux étaient ceux qui ne le faisaient que pour éviter la colère sanglante de leurs supérieurs. Une reprise en main s'imposait si les renégats souhaitaient l'emporter. Et ce fut à ce moment-là qu'émergea un homme, ou plutôt un Space Marine, Zhufor, le seigneur de la bande des preneurs de crânes, un seigneur de guerre dont l'ambition n'avait d'égal que sa soif de massacre au nom de son dieu, Khorne. Ainsi, il s'était depuis son arrivée employé à soumettre toutes les bandes disparates d'hérétiques sous sa bannière, décapitant en duel le seigneur des berserkers de Scalatrax et s'emparant de ses hommes, et proposant aux Space Marines nommés les Sanctifiés une offre qu'il ne pouvait refuser, un pacte où il jurait de le servir le temps de la guerre en échange de son aide afin d'ouvrir un portail warp sur Vrax. Pour ces Daimonkins, la proposition était trop belle, eux qui s'efforçaient de faire entrer toujours plus d'enfants de Khorne dans l'univers matériel ne pouvaient y résister. Mais il ajouta aussi une autre promesse à ce pacte. Il les aiderait à invoquer le seigneur des buveurs de sang, Angrath. Fort de ses renforts, il soumit rapidement les derniers Astartes jusqu'à ce qu'il ne restât plus qu'une seule bande pour s'opposer à sa domination. Les légionnaires de l'Alpha Legion aux ordres d'Arcos, dont leur chef lui proposa un marché. Il n'attaquerait pas ses hommes en échange d'une chose qu'il désirait, le cardinal Xaphan. Il lui ouvrirait les portes de son palais et il pourrait en faire ce qu'il voudrait. L'accord accepté, les hommes de Zhufor s'infiltrèrent dans la forteresse et massacrèrent les défenseurs, et faisant fuir un diacre Mammon qui trouva refuge aux côtés des guerriers de Nurgle, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un être vivant, un Xaphan apeuré qui avait fait son temps, mais qui aurait encore une dernière utilité. Le coup d'état de Zhufor était complet, il était maintenant le seigneur de Vrax, que ce soit par opportunisme ou sous les ordres de son maître Abaddon. Il avait désormais des millions d'hommes sous ses ordres et une guerre à mener.
peu furent conscients de l'agitation et de la disparition du cardinal Xaphan, ni de l'émergence de Zuffor. La guerre, elle, se poursuivait avec l'avance rapide du 1er et 46e corps qui maintenant progressaient sans rencontrer de résistance. Dans certains secteurs, il semblait même que l'ennemi ait perdu sa volonté de se battre, et le nombre de prisonniers explosa. Enfin, ils finirent par atteindre la courtine qui maintenant était entourée de part et d'autre par les régiments de Krieg. La victoire leur tendait les bras, et la citadelle était maintenant visible par tous. Toutefois, en 755-827 M41, arriva une nouvelle au quartier général qui bouleversa cette espérance. La directive 4887-72-9 du Departamento Militarum ordonnant à la 88e armée de siège de se retirer de la ligne de front et de se préparer à faire évacuer de Vrax une douzaine de régiments de Krieg. Une demande résultant du déclassement du siège intervenu l'année précédente. Le secteur Scarus avait besoin de ces hommes ailleurs. Mais l'inquisiteur Rex n'était pas dupe. C'était là la main de l'Ordo Erecticus et de ses alliés de l'Ecclésiarchie, qui souhaitaient prendre le contrôle de son armée, ou à défaut d'une partie. Il ne pouvait cependant rien y faire. Lors des manées de Terra, et bien que Proptor général du conclave de Scarus, il se devait d'obéir. Bien sûr, il pouvait ne pas appliquer cette directive, mais cela serait alors perçu comme un acte de rébellion et ferait de lui un traître, chose qu'il n'était et qu'il ne serait jamais. Ainsi, il se résigna en 253-828 M41, et ce fut 12 régiments qui partirent du monde, ce qui nécessita une réorganisation de toute l'armée, et on fit alors le choix de répartir les régiments restants du premier corps de ligne aux autres corps. Quant aux hommes, eux, on sut seulement qu'ils étaient partis combattre vers d'obscurs champs de bataille de la frange orientale de la galaxie, là où les guerres tyranniques semblaient dévorer les hommes, aussi vite qu'ils y étaient déployés. Ces bouleversements n'avaient cependant pas arrêté le siège, et en 412-828 M41, on entreprit de réaliser une brèche dans l'une des ouvertures de la courtine à l'aide du 143e régiment du 12e corps de ligne, qui reprendrait la mission précédemment confiée au premier corps, dirigé par le colonel Tyrann et géré sur le front par le commissaire général Mogg, avec l'appui de 2 titans Rivers de la Légion Astorum, l'Astor Tyrannis et l'Aecus Ultra. S'ensuivit alors un bombardement méticuleux de la zone, puis l'arrivée des titans, des tanks et de l'infanterie. Et malgré l'intensité de l'assaut, l'ennemi contre-attaqua. Une horde en haillons sortant des fortifications, soutenue par d'étranges véhicules pareils à des araignées et accompagnés par leur artillerie. Une riposte qui ébranla les loyalistes. À bord de son Loman russe, le commissaire général Mogg fut touché par un obus et réussit à sortir de son véhicule en feu couvert de sang, pour se retrouver nez à nez avec un immense guerrier de couleur rouge. Tâtonnant pour retrouver son épée, il s'en empara lorsque le champion de Khorne se mit à le charger. Mais affaibli, Mogg fut lent à réagir, et le premier coup de hache l'envoya s'étaler au sol. Incapable de se relever, le commissaire général eut pour dernière vision le rictus sauvage de son ennemi et son rire mauvais lorsqu'il lui écrasa le crâne. Toutefois, sa mort ne mit pas fin à la bataille, et ce fut le colonel Tyrann qui continua le combat sur le front, et ce malgré la contre-attaque des Berserkers et l'arrivée de Terminators du Chaos, car les titans, ces monstres d'acier, avançaient toujours, jusqu'à être à portée de tir et l'un d'entre eux réussit même à vaporiser la porte. Puis dans un mouvement de va-et-vient, les soldats s'y engouffrèrent pour être à chaque fois repoussés par l'ennemi, avec à leur tête Zuflor lui-même, une figure imposante, engoncée dans son armure Terminator qui tenait maintenant la brèche armée de sa hache, dégoulinante de sang. Durant 2 jours de plus, les gardes de Krieg se jetèrent à la conquête de l'ouverture, pour être à chaque fois repoussés dans le sang, car aucun des 2 camps ne souhaitait concéder la victoire, et même la perte du Rivers, l'Aecus Ultra, ne fit que ralentir le 143e, qui, après 3 jours de plus, réussit enfin à prendre pied dans la brèche, offrant ainsi à la 88e armée de siège une 2e ouverture dans la courtine, mais Zuflor lui avait disparu. Rapidement on fortifia cette percée grâce à l'aide d'espèces marines du chapitre des Red Hunters, car l'ennemi le savait, s'il ne réussissait pas à les bouter hors des remparts, il ne pourrait tenir la fortification. Et c'est ce qui se passa, mètre après mètre la Death Corps grignota les défenses, jusqu'à ce que les 2 forces se rejoignirent et qu'elles poussent ensemble vers l'avant. Les combats furent âpres, car 2 millions de défenseurs les attendaient dans ce bourbier, ultime défense avant la citadelle elle-même. Des mois sanglants passèrent où les forces combinées de la garde impériale et du chapitre des Red Hunters se battirent avec rage, avec l'appui des chevaliers gris qui étaient déployés à maintes reprises, afin de repousser les hordes de démons qui prospéraient dans ce charnier. Le seigneur inquisiteur Rex n'autorisa aucune relâche dans le rythme des assauts,
Il ne fallait laisser aucune chance à l'ennemi de se regrouper ou de se réorganiser, et il dirigea lui-même de nombreux régiments au front. Et ce fut au cours de ces journées que de nombreux héros de l'Imperium moururent, tels que le maréchal Kagori, dont le sacrifice ne fut pas vain, car inexorablement les loyalistes avançaient jusqu'à enserrer complètement la citadelle. Mais Lord Aumalius le savait. Malgré le terrain conquis, la situation de la 88e armée de siège s'aggravait. De nombreuses failles warp déchiraient maintenant la réalité, et la force de frappe du frère capitaine Stern était dépassée par l'étendue de cette menace. Les chevaliers gris ne pouvaient être partout à la fois, et il demanda alors de l'aide à ses camarades sur Titan, qui lui répondirent avec l'arrivée en 996-829 M41 d'une seconde force de frappe menée par le frère capitaine Arthurius. Et même si Lord Aumalius ne connaissait pas tout ce qui se passait dans la citadelle, le seigneur inquisiteur Hector Rex soupçonnait qu'il y avait une volonté malveillante derrière l'augmentation de la présence du warp sur ce monde, et il sollicita alors son vieux mentor, le seigneur inquisiteur Thormalkin, afin d'en découvrir ce qu'il en était. Toutefois, pour les hommes de Krieg, la victoire leur souriait, car majestueuse se dressait devant eux la citadelle de Vrax. Une immense construction située sur un éperon rocheux, véritable épicentre du réseau routier de ce monde, et d'où les monumentales portes faites de blocs de granit jadis sculptés étaient désormais salies et usées par le temps. Au loin, on pouvait apercevoir à travers le bouclier void qui l'entourait les flèches et les pinacles de la basilique de Saint-Léonis l'Aveugle. Bientôt les soldats le sentaient. Après 16 ans de conflit, cette terre serait bientôt purgée des hérétiques. Le plan de la 88e armée de siège pour l'assaut de cette forteresse était connu. Il avait été imaginé par le commandant Zukiel, puis par le maréchal Kagori, et enfin révisé par le seigneur inquisiteur Rex, qui lui aussi avait sa propre vision de la résolution de ce conflit. Une opération globale impliquant près d'1 million de gardes impériaux, attaquant en plusieurs phases, afin d'user les défenseurs pas à pas, tout en tenant les points clés de la citadelle. Toutefois, une difficulté majeure demeurait. Le terrain trop escarpé ne permettait pas le passage de tanks, et limitait les assauts terrestres à quelques points clés, transformant la bataille à venir en une boucherie sanglante dont peu d'hommes sortiraient vivants. Mais avant cela, il fallait encore neutraliser les générateurs de boucliers Void qui entouraient la forteresse, dont l'alimentation par des puits de chaleur géothermique rendait caduque toute guerre d'usure. La solution était alors simple et coûteuse. On y déverserait suffisamment de puissance de feu pour les saturer, puis l'assaut pourrait débuter. Une tâche ardue dont les premiers soldats ne sortiraient pas vainqueurs. Mais un homme pourrait peut-être faire la différence. Le colonel vétéran Tiborg, commandant du 261e régiment, un nom de légende remontant au début de cette guerre, lorsqu'il avait permis de briser la première ligne de défense, un acte héroïque qui n'avait été que le commencement d'une carrière spectaculaire, qu'il avait vu être blessé 4 fois et qui lui avait coûté son bras droit durant l'offensive Kagori. Maintenant pourvu d'un bionique, il avait été convoqué par l'Inquisition et avait reçu ses ordres, vaincre et prendre la citadelle, ou mourir en essayant. Tel était désormais son destin. Fin de la 8e partie du siège de Vrax, qui, vous le sentez, nous rapproche inexorablement de la fin de ce conflit. Mais le meilleur reste encore à venir, car le colonel Tiborg est de retour. Un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez participer au développement de la chaîne, n'hésitez pas